Mesdames, Messieurs, chers amis, chères familles, je suis particulièrement honoré d'avoir été invité par notre secrétaire perpétuel à vous faire la première communication de l'année 2023. J'ai bien conscience que je ne méritais pas cette faveur, car je n'ai guère été assidu à nos réunions ces derniers temps. À l'époque où j'étais professeur, j'ai remarqué bien des fois que le meilleur moyen d'amener un cancre à résipiscence, c'était de lui demander de faire devant la classe un exposé sur un sujet qu'il aimait. Je soupçonne donc notre secrétaire perpétuel d'être non seulement un excellent poète et médecin, mais également un pédagogue averti. Je vais donc vous entretenir brièvement d'un sujet très modique. J'en ai presque honte après les brillants sujets traités l'année dernière qui ont été rappelés par le secrétaire. Je vais vous parler des circonstances de ma vie qui ont fini, presque sur le tard, par me mettre la main à la plume. Depuis une vingtaine d'années, en effet, je suis devenu romancier. La postérité décidera après ma mort si j'étais un écrivain, je ne suis pas pressé de le savoir. La qualité de romancier, dans mon cas, recouvre une activité fort simple. Je raconte des histoires. Ne croyez pas que je raconte mon histoire, ce ne sera pas très passionnant. Non, je raconte l'histoire d'hommes et de femmes que je tire de mon imagination et que je fais vivre le plus souvent dans les lieux et le milieu où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. Souvent, on m'a demandé pourquoi j'écrivais des histoires, d'où me venait le goût de la littérature. C'est la question tarte à la crème que l'on pose à tous les auteurs quand ils font une causerie dans une bibliothèque ou une librairie. Comme j'ai été dans l'enseignement, que j'ai une formation de philologue, on s'imagine volontiers que ce sont les études, la fréquentation des grands auteurs de l'Antiquité grecque et latine qui m'ont inoculé le virus de la littérature. Pourtant, à bien y réfléchir, je crois pouvoir dire qu'il n'en est rien. Ce qui m'a donné le goût de la littérature, ce sont d'abord, je crois, les impressions de mes vertes années à la campagne, qui étaient enfouies en moi et qui sont remontées peu à peu à la surface. Il n'y a aucune période plus importante dans la vie que l'enfance, me semble-t-il. C'est dans l'enfance que l'esprit reçoit les impressions qui le marqueront le plus profondément, quand l'être humain est encore si proche de l'étonnement primordial de sa venue au monde, qu'il garde virginal encore la capacité de percevoir le mystère de l'existence. Telle est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de mon pays, de naissance, de ma maison, des paysages, des lieux où j'ai vécu, puisque ce sont eux qui m'ont transformé en romancier, c'est-à-dire, selon la définition de Jean Giono, en raconteur d'histoire. Je suis donc né dans la vallée de l'Aisne, sur la terre de Turbuy, commune de Haye, au numéro 4 du hameau de Ninane, qui comptait en tout et pour tout 7 feux, tous à distance respectueuse les uns des autres. J'étais le 3e garçon d'une famille qui en compta 4. Je reçus le prénom exotique d'Armel en souvenir d'un jeune homme que mes parents avaient beaucoup aimé, brièvement apparu et brièvement disparu dans nos parages au cours de la guerre. Mon grand-père, Armand, était marchand de chevaux. C'est dans sa maison que j'ai vu le jour. C'était une haute demeure en briques émaillées construite en 1911. Elle était divisée en deux. D'un côté, l'écurie, et au-dessus le fenil, de l'autre côté, le corps de logis. On entrait par un corridor qu'on appelait du vieux mot vestibule, dans lequel se trouvait un escalier en hêtre blanc. Le vestibule donnait accès à 2 pièces à droite et une autre au fond. La première pièce s'intitulait en wallon, je traduis, la grande place.
Elle était occupée par de beaux meubles de style liégeois sur un parquet de chêne, table, chaises, divan, dresse, 2 corps vitrines, secrétaire, fabriqués dans l'ébénisterie Le Pêche, dont l'atelier se trouvait à une centaine de mètres en aval de la maison, sur le bief qui alimentait la roue actionnant les machines. Dans la grande place, on n'allait jamais. Dans mon premier souvenir de cet endroit, je vois le corps de mon grand-père étendu sur la table dans l'obscurité entre les flammes de 2 chandeliers. Je suis dans les bras de Denise, la jeune fille qui secondait ma mère, et je demande si on va brûler mon parrain. Ayant l'habitude de déjeuner d'un œuf avec lui, dans les jours qui suivirent sa mort, je fis ma première et dernière grève de la faim. Dans la grande place, il y avait le portrait d'une jeune et belle femme, ma grand-mère, née Valérie Kersten, un patronyme prestigieux qui fut celui de Félix Kersten, le kiné de Himmler, qui monnaya ses soins contre la libération de milliers de prisonniers. Valérie mourut d'un cancer quand mon père n'avait alors que 14 ans. J'appris plus tard que la grande place avait été 2 ou 3 étés ouverte au public, quand mes tantes, Jeanne et Ghislaine, étaient jeunes filles, et que parrain rentabilisait leur jolie frimousse en leur faisant servir la goutte ou le faro aux gens de passage sur la grande route devant la maison. C'était seulement pendant les vacances, car elles étaient pensionnaires chez les bonnes sœurs à Namur. L'une fit carrière dans les écoles, l'autre dans les chapeaux. Elle parlait anglais, mettait du rouge à lèvres, buvait du gin et fumait comme des dragons. Mon grand-père considérait que les filles devaient être instruites, afin de ne dépendre de personne. Les garçons, quant à eux, n'avaient pas besoin de cela. Par voie de conséquence, après son école primaire, mon père, resté seul avec son père veuf, l'aida d'abord dans le commerce des chevaux, jusqu'à son service militaire au 3e régiment des chasseurs ardennais. Il fit la campagne des 18 jours comme estafette de l'état-major, où un général lui conseilla, la veille de la capitulation, de bazarder sa moto, de prendre la clé des champs s'il voulait éviter des vacances prolongées en Allemagne. Après la guerre, il se mit à sillonner la Famenne et le Gondron avec un camion White recyclé de l'armée américaine sur lequel était montée une machine inventée par son oncle Gustave Bouvet, une sorte d'ogre métallique capable d'avaler les plantes fourragères pour en décortiquer la semence, de moudre du grain et innovation de mon père de régénérer la bourre des matelas. Les matelas, à l'époque, n'étaient que des sacs remplis de déchets de laine ou de tissu. Le poids des corps finissait par les rendre durs comme des galettes. Mon père les décousait et passait le contenu dans sa machine, d'où la matière ressortait aérienne et moelleuse à souhait. Toute sa vie, mon père se déclara ignorant. Socrate aussi déclarait que la seule chose qu'il savait, c'est qu'il ne savait rien. Il y a les sages et il y a les savants. Le plus souvent, c'est l'un ou l'autre. Il faut choisir. La deuxième pièce, dans le vestibule, était appelée la grande cuisine. Le carrelage était un beau damier noir et blanc, comme dans les cuisines des peintres hollandais. Elle possédait une élégante cuisinière émaillée brune. Néanmoins, dans la grande cuisine, on ne cuisinait jamais. 2 grandes fenêtres, une à l'est, l'autre au midi, haut buffet, table, chaises, fauteuils, divan à dossier rabattable pour la sieste. C'était la pièce de séjour, très agréable, particulièrement en hiver quand on chauffait le fourneau à blanc. En rentrant de l'école, on approchait une chaise, on ouvrait la porte de l'un des 2 fours, qu'on n'appelait pas four mais coffre, et on y fourrait les pieds. C'est dans cette posture que j'ai commencé à dévorer des livres dès l'âge de 7 ans.
la lecture fut pour moi d'abord un plaisir des pieds avant d'être un plaisir de l'esprit. Au fond du vestibule, à gauche, sous l'escalier, était dissimulée la porte de la cave, où mon père nous bannissait dans le noir quand nous étions définitivement insupportables. Toute notre enfance, ma mère se demanda ce qu'elle avait fait au bon Dieu pour avoir enfanté 4 drôles qui ne rêvaient que plaies et bosses. Dans la sombre encoignure sous l'escalier était suspendu le téléphone mural, un coup de manivelle, et on disait à la demoiselle du téléphone « Henriette, passe-moi un peu Nestor, le boucher, ou Émile, le boulanger, ou le docteur Allais. Le docteur, attends, je vais sonner chez Croabion, il doit y être. Eugène est en train de plier bagages, j'ai vu passer le curé. » Pas besoin de GSM, Henriette nous suivait à la trace. Le bottin, on ne s'en servait jamais. Son papier très fin avait un bien meilleur usage au cabinet. Devant soi, enfin, on avait une porte vitrée donnant sur la dernière pièce, la petite cuisine. Le carrelage du vestibule s'y poursuivait. C'était un carrelage en mosaïque aux arabesques florales savantes, une véritable œuvre d'art. Mon grand-père l'avait racheté au château de Villers-Sainte-Gertrude lors de sa restauration. La crasse s'incrustait entre les milliers de tessons en dés à coudre des motifs. Il ne se nettoyait qu'à 4 pattes, à la brosse de chien-dent. Ma mère le maudissait. Dans la petite cuisine de remarquable, il n'y avait qu'une cuisinière à bois ornée de faïence et une pompe aspirante refoulante qui remontait l'eau du puits. Pour l'étage, on disait en wallon « sur le plancher ». Quand il y avait une grosse somme à payer, ma mère disait qu'elle allait la chercher sur le plancher, dans la chambre à coucher conjugale, où elle gardait des billets entre certaines piles de draps connues d'elle seule. Le sol de l'étage était tout entier parqueté en satin. Il y avait 3 chambres, une avec de très beaux meubles, de chez Lepêche, où personne ne dormait. Puis la chambre des parents, la seule qui avait une clé, et la chambre des 4 chenapans, où ils dormaient avec le grand-père dans de grands lits en bois, avec une proue et une poupe recourbées comme des dracards. Au-dessus, le grenier était une caverne d'Ali Baba, où s'entassaient des pièces de borellerie, harnais, selles, colliers, des chaussures, des chapeaux, dans une commode du linge de femme en soie, de la dentelle, contre un mur, des balles de café vert, un four à pain, où ma mère cuisait le pain d'épeautre, et un vieux fauteuil, à propos duquel j'écrivis à 8 ans ma première œuvre, dans laquelle je le priais de raconter ses souvenirs du temps où sans doute il trônait dans la grande cuisine. Entre le grenier et le fenil, les briques étaient souvent disjointes. Par les interstices, le parfum du foin se répandait en été dans le corps de logis. En hiver, la maison vibrait des coups de chanfrein que les chevaux donnaient dans leur haut râtelier en fer. Autour de la maison, il y avait sur un flanc un jardin potager, sur l'autre un étroit verger planté d'une longue ligne de fruitiers de toutes sortes, et à l'arrière une grande cour qui débouchait sur nos pâtures. La cour était traversée par le bief de l'ébénisterie Lepêche, sur lequel était jeté un étroit pont sans garde-fou, d'où mon petit frère chuta sans que je l'ai poussé, je le jure, et failli se noyer. En somme, nous avions un ruisseau à domicile. En été, on installait des barrages pour y patauger. En hiver, quelquefois, il était pris par la glace, on y faisait des glissoires. Plus bas, dans nos prairies, coulait la rivière, notre rivière, l'Aisne. Mon père y pêchait la truite, et nous, les gamins, de petits poissons immangeables appelés tiabots en wallon, qu'on gardait dans la bassine à lessiver jusqu'au lundi suivant, jour de lessive, où ma mère les transvasait dans le bief, à supposer qu'ils vivent encore. L'Aisne était à portée d'oreille. Par temps calme, elle murmurait. S'il pleuvait quelques jours, elle grossissait brusquement et grondait. Au printemps,
elle se payait toujours une escapade dans nos pâtures. Elle formait un petit lac dans la cuvette qui était au milieu. Son flux devenait un énorme sillon brun qui arrachait rageusement des morceaux de limon à la berge. Le fil de l'eau se transformait en une grosse carapace mouvante, comme le dos d'un dragon. Le long de la rivière, on trouvait des grèves de sable ou des galets polis comme des œufs d'oiseaux. Des pans de rochers qu'on aurait dit taillés en escalier descendaient dans le courant. C'étaient vraiment des escaliers, aménagés par nos ancêtres, mais nous ne le savions pas. Les pâtures portaient des noms wallons mystérieux: Pré-les-Martais, Pré-les-Fornais, Drie-les-Fauches. 3 siècles auparavant, en effet, la vallée de l'Aisne était couverte de forges. Le minerai de fer descendait des collines criblées alors de mines. Les forêts fournissaient le charbon de bois pour les fourneaux. Les maîtres de forge de la vallée de l'Aisne étaient si réputés qu'ils furent mandés en Suède pour fondre les canons du roi conquérant Charles XII. Aujourd'hui encore, en Suède, le prestige de ces vallonneurs-nas, que mon professeur d'histoire à l'ULG, Jean Lejeune, qualifiait par annexion de liégeois, est resté très vivace. Il n'y a que les Wallons de Wallonie qui n'en sont pas fiers. Nos pâtures recouvraient d'antiques voies de forge. On en suivait l'ancien empierrement, là où l'herbe était remplie de cailloux bleus, criblés de petits cratères qu'on appelait crarets, et qui n'étaient pas des cailloux, mais des scories de minerai. Le long du bief, on aurait vainement cherché à enfoncer un pieu. La pointe cognée sur les dalles carrées d'une ancienne route, visible sur la carte dressée par Ferraris en 1777, au temps de notre bonne impératrice Marie-Thérèse. De l'autre côté de la rivière s'élevait la roche à frêne, au pied d'une colline où il n'y avait pas le moindre frêne. Son nom autochtone de roc à frêne, du latin fremere, frémir, la roche qui fait peur, évoquait plus justement ses parois abruptes, plus penchées que la tour de Pise. Notre hameau, lui, s'intitulait officiellement Ninan, mais personne ne lui donnait jamais ce nom. On disait aux Romains, peut-être parce que nous étions entourés de 7 collines, ou peut-être parce que les Romains, les charretiers qui convoyaient les célèbres briques de Rome, hameau de Barvaux, y reposaient les attelages avant de grimper la route vers Aix. Le long de cette route, dans la colline, se voyait encore une cave qui avait été celle de la maison de Géna, le célèbre bandit qui finit guillotiné à Liège en 1821. Celui-là était parti de chez nous. Il avait commencé sa carrière en dépouillant les morts sur le champ de bataille de Waterloo. Puis, il avait écumé les Ardennes avec son compère, le cruel Magonette, qui était son chauffeur. Comprenez qu'il chauffait les pieds des paysans sur les braises rouges de l'âtre jusqu'à ce qu'ils confessent la cache où ils planquaient leurs magots. Pour nous, aller en Ardennes, c'était passer au-delà du vaste bois du pays, sous-entendu du pays de Turbuy, qui nous séparait des terres hautes, réputées inhospitalières et habitées de gens têtus et coriaces. Dans cette vaste sylve, l'eau était rouge et elle pétillait. On l'appelait Pouhon, par abréviation de eau de Pouhon, mot wallon qui signifie source. On lui prêtait toutes les vertus. On la buvait comme les anémiques boivent le sang des bœufs dans les abattoirs. En contemplant pensivement les bouteilles, qui après 2 ou 3 usages devenaient rouges comme des tuyaux rouillés, on se demandait quelquefois en quel état étaient nos ésophages. Pourtant, dès que les beaux jours arrivaient, on y retournait. C'était le soir, quand les fermiers ont fini leur ouvrage, on chargeait les récipients dans la jeep de mon père. Les bois étaient sombres, d'autres hommes étaient là, accroupis près de la source, aménagés dans une cabane obscure. Le bout incandescent des cigarettes brillait dans la nuit tombante. Il y en avait qui venaient d'1 ou 2 lieues à la ronde, d'Opagne, de Wéris, le mystérieux pays des Menhirs, dans lequel, prétendait-on, les femmes accouchaient sous le dolmen pour transmettre aux enfants la puissance tellurique
des pierres levées. C'est que nous avions près de chez nous le meilleur poumon, le poumon de lait d'oiseau, celui que buvait déjà Érard de la Marque, prince-évêque de Liège dans les premières années du XVIe siècle. Érard avait une fauconnerie à cet endroit, à lait d'oiseau, c'est-à-dire à l'air de l'oiseau, hameau à un jet de pierre de la source. De ce hameau brûlé par les Allemands, il ne subsistait que quelques ruines. Les arbres s'étaient enracinés dans les maisons et tendaient leurs branches comme des bras par les fenêtres. Tous ces lieux de mon enfance m'ont inculqué au plus profond du cœur le sentiment du mystère. Tout le temps, avant qu'on m'ostracise dans la froide Ardenne, étudier le latin et bien d'autres choses plus inutiles encore au réputé séminaire de Bastogne, tout le temps de ma vie sauvage, j'ai appris qu'il ne fallait pas se fier à l'apparence du monde. Le monde que nous voyons n'est que l'ultime et éphémère manifestation de nombreux autres mondes qui se recouvrent les uns les autres. Les choses les plus familières ne sont que l'alibi de vérités cachées. Si on soulève le voile des apparences, la grande place devient un café, la cuisine un château, le grenier un fournier, les cailloux du minerai, les rochers des escaliers, les dolmens des maternités, les hameaux des fauconneries. Ça n'en finit pas. Sous son air tranquille, votre père est le démiurge des matelas et le mercure à moto d'un état-major au désespoir. Votre grand-père porte un patronyme prestigieux et vous-même, vous continuez le nom aimé d'un inconnu disparu. L'univers est une poupée russe. À l'intérieur de chaque matrioshka, il y a une autre matrioshka. Combien d'historiens, d'archéologues ne faudrait-il pas pour ramener à la lumière du jour la chair de vie enfouie sous les l'herbe du présent? Plus tard, après mes études à l'université de Liège, lorsque je fus rendu à la Liberté, quand j'ai planté mes pénates là-bas où je vis désormais, près de Martelange, dans la vallée de la Sûre, j'ai cru que, trop occupé par le travail, les responsabilités, la famille, je m'étais installé dans un n'importe où commode. Ma femme et moi avons acheté un terrain sur une colline, une méchante terre où la bêche n'enfonce qu'à bidon avant de mordre le schiste. Nous avons remué le sol pour en faire un potager, et voilà qu'un fer à cheval est sorti, puis un morceau de herse, puis des tessons de vaisselle. Un jour, quelqu'un avait donc mangé à cet endroit, un après-midi de fenaison peut-être, quand on buvait autrefois le café dans le coq-marin à travers les champs, pour ne pas perdre de temps et aussi sans doute pour en prendre du bon. Au printemps de l'année de notre installation, je suis allé au bois façonner quelques cordes. À l'orée de la vaste forêt d'Anlier, au lieu dit la Misbourg, je me suis assis par hasard sur un muret pour manger mon casse-croûte. C'était le soubassement d'une église romane du XIe siècle, qui fut mise au jour quelque temps plus tard. Dans le taillis, derrière mon jardin, on peut voir la trace nette de tranchées rectilignes comme des fossés. Ce sont les diverticula, les chemins vicinaux qui s'abouchaient à la voie romaine Metz-Arlon-Tongres et dont on repère facilement le tracé impeccable 2 km plus loin, le long de la Nationale 4. Un jour, en vélo, je me suis arrêté à un carrefour où m'était venue subitement l'idée de mon roman « Fausse innocence » qu'instinctivement j'avais d'abord intitulé « Frontières ». Plus tard, j'ai appris qu'à cet endroit précis se croisaient la voie Metz-Tongres et la voie Trèves-Bavay. De la fenêtre où j'écris chaque matin, je vois une fondrière qui est le vestige d'une villa romaine et 2 monticules sur un champ qui sont des tumulus mérovingiens. Ces derniers temps, on a creusé le sol pour couler l'assise en béton de 5 éoliennes. Dans l'excavation de la 4e, on a trouvé le puits d'un village gallo-romain et même des latrines où se trouvaient des noyaux de cerises vieux de 1700 ans d'après l'analyse au carbone 14. Quelqu'un
à cette époque, avalait les noyaux, comme mes filles, qui n'en ont jamais caché un seul. Après cela, comment voulez-vous échapper au métier de romancier? Le romancier est un pauvre homme que les choses poursuivent. Il voudrait les voir comme tout le monde, mais elles ne cessent de se dérober. Elles lui font la nique, elles se dévoilent un peu, elles se troussent un rien, et en lui, elles allument le désir de connaître. Il veut savoir ce qu'elles cachent. Il brûle de connaître leurs secrets. C'est par les choses, sans doute, que je suis venu aux personnes. Elles aussi se dissimulent derrière leurs apparences. Enfant, les soirs d'automne, je voyais dans la petite cuisine des hommes poser leurs grosses paluches noires sur la table, qui buvaient force café, lécher le papier de leurs cigarettes et parlaient des heures avant de se rappeler de payer les céréales et les graines fourragères qu'ils avaient achetées au printemps. Mon père, reconverti après sa carrière de matelassier ambulant et un terrible accident de moto qui l'immobilisa pendant 18 mois dans le commerce des semences fourragères. C'était les années 50 et les événements récents, ceux de la guerre, de la déportation, des maquis, de la terrible bataille des Ardennes, faisaient que tout le monde avait quelque chose d'extraordinaire à relater. Ah, que la guerre était belle pour nous les enfants, éloignés dans ce temps obscur d'avant la naissance, lointaine, la guerre lointaine comme le temps des Achéens aux oreilles des auditeurs d'Homère, où la vie était plus dangereuse, plus exaltante, où les paysans aux lourdes mains étaient des héros. Nous apprenions qu'il faut se méfier des apparences, que ces hommes, la casquette sur l'oreille et le mégot au coin des lèvres, n'étaient pas aussi anonymes qu'on aurait pu le croire avant qu'ils aient raconté leur histoire. Nous apprenions que leur vie, si conventionnelle en apparence, avait connu des péripéties insoupçonnables. Cette péripétie, quelquefois, était si cruelle que l'homme n'en montrait que la grimace. Je me souviens de ce garçon qui reniflait affreusement à chaque phrase, que mes frères et moi nous mîmes à singer après son départ. Mon père nous cloua le bec. Cet homme avait été raflé par les SS pour des représailles après une action absurde de certaines têtes brûlées de la résistance. Il avait, avec les autres otages, creusé sa tombe, mais s'était évanoui pendant l'exécution avant d'être touché et avait été laissé pour mort parmi les cadavres. Depuis, il ne pouvait plus parler sans qu'un terrible sanglot étrangle sa voix. Non, les choses ne sont pas les choses, les gens ne sont pas les gens. Les vrais héros ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Il y a des reniflements qui sont des cris de douleur. Il faut prendre son porte-plume, le sucer longuement en songeant à tous ces mystères, puis sur le papier, tenter d'écarter le voile des apparences. Telle est la quête du romancier, la mienne du moins comme je la comprends. Le romancier raconte le monde et les gens pour faire apercevoir le dessous des cartes, casser nos fausses certitudes, notre présomptueuse prétention de tout avoir compris, susciter l'interrogation, faire naître l'étonnement et nous rendre présent un instant le mystère du monde, le mystère infini de la vie. Merci de votre attention.